Des actes et du concret, le projet de la Grande Muraille Verte au Sahel a notamment reçu un coup d'accélérateur cette semaine lors de cette COP26. Un projet de reforestation gigantesque à travers 11 pays africains. On en a déjà souvent parlé sur TV5 Monde. Et ce projet n'est d'ailleurs pas le seul. D'autres projets du même type fleurissent ailleurs, comme c'est le cas en Chine. Voyez ce reportage signé Arnaud Miguet. La Chine verdit et plante à tout va. À 400 km de la capitale Pékin, voici l'une des plus grandes forêts artificielles plantées par l'homme. 700 km², 7 fois la superficie de Paris, aux couleurs de l'automne. Il y avait des défis incroyables. Il a fallu s'adapter. Le sable, les températures extrêmes en hiver, pour planter tous ces arbres. Il y a 50 ans ici, il n'y avait pas un arbre. C'était une terre aride, balayée par des tempêtes de sable, des températures descendant à moins 40 degrés l'hiver. Mais sur 3 générations, des volontaires et des militaires ont planté sans relâche. On a planté ces forêts avec de la sueur et des larmes. Et on s'est battu pour faire ce travail. Chaque arbre est presque comme un enfant pour moi. On l'appelle désormais le poumon vert de la capitale. Cette forêt peut absorber 860 000 tonnes de CO2 tous les ans. Si la Chine se met au vert, elle reste le premier pollueur de la planète. Nathalie Bastianelli, ce reportage que l'on vient de voir confirme ce qu'on le découvre dans votre livre « Quand la Chine s'éveille verte » aux éditions de l'Aube. Car oui, paradoxalement, dans ce pays, le plus gros pollueur de la planète, on vient de l'entendre encore dans la bouche d'Arnaud Miguet, eh bien une conscience écologiste émerge. Oui, absolument. Il y a une conscience au niveau du gouvernement, mais également au niveau de la société civile. Et ça s'est vraiment accéléré quand il y a eu ce 13 janvier 2013, où il y a eu ce brouillard toxique qui a envahi le nord de la Chine et la capitale. Ça a duré 3 semaines. Et effectivement, il y a un avant et un après, où maintenant les investissements sont de plus en plus massifs pour que les énergies soient à bas carbone. Et puis, la population a envie aussi de vivre dans un pays où ce soit beaucoup plus, que ce soit possible pour elle et les jeunes enfants. Alors justement, une prise de conscience politique, après ou avant, ou en parallèle en tout cas avec la conscience de la société civile. Quels sont les engagements de la Chine, notamment en matière de neutralité carbone ? Cet engagement est ambitieux, vous allez nous en parler. Et en même temps, on annonce la construction de 155 usines à charbon. Oui, alors les engagements de la Chine qui ont été pris il y a environ 1 an à l'ONU par le président Xi Jinping, c'est ce qu'on appelle le 30-60. C'est-à-dire qu'avant 2030, donc très proche, puisque c'est moins de 9 ans, la Chine s'est engagée à inverser le pic de ses émissions de CO2. Et d'ici 2060, à être neutre en émissions de carbone. Là, effectivement, la Chine fonctionne avec des plans quinquennaux. Donc là, on est dans le 14e plan quinquennal, 2021-2025. Et la Chine s'est engagée à faire baisser le charbon dans son mix énergétique à partir du 15e plan, c'est-à-dire à partir de 2026. Donc là... Donc c'est pour ça qu'on a encore l'annonce de nouvelles usines à charbon, alors que 2026, c'est bientôt aussi. Oui, absolument. Alors il y avait une pénurie d'électricité, ce qui avait ralenti l'économie. Donc le gouvernement chinois a probablement voulu remédier à cela. Il y avait des villes qui étaient dans le noir. Et puis là, avec le froid arrivant, donc effectivement, elle a remis en marche, non pas que ses centrales, mais aussi les mines à charbon. Mais elle s'est engagée à ce qu'elle ambitionne que d'ici 2050, 90% de son mix énergétique soit en renouvelable et en nucléaire. Parce qu'effectivement, et c'est là tout le paradoxe de la Chine, c'est à la fois le plus gros émetteur de CO2 du monde et à la fois celui qui a investi le plus dans les énergies renouvelables au monde. Absolument. Ça, c'est aussi l'effet du nom, parce que si vous mettez 1,4 milliard d'habitants en Europe ou aux États-Unis, on peut imaginer à quel point les émissions de CO2 seraient importantes. Mais c'est vrai que ce pays est très pragmatique et fait des investissements massifs pour aller vers une transition verte, vers une économie plus durable, plus responsable, parce que son peuple est en colère, est inquiet, a peur. Et au moment où je parlais de ce nuage toxique, il y avait plus de 500 manifestations jour en Chine pour justement appeler son gouvernement à remédier à ces pollutions. Mais pas de coordination nationale pour ne pas faire de vagues quand même par rapport au pouvoir chinois. Ça, c'est impossible. C'est toujours le même paradoxe. Absolument. Aussi. Alors, Pékin s'est également engagé sur la protection de la biodiversité. Avant la COP26, il y a eu la COP15 à Kunming. Merci. Là aussi, la biodiversité changeait ses habitudes alimentaires, ses habitudes vestimentaires. Il y a toute une chose à faire aussi. Et les Chinois en ont pris conscience ? Alors, les Chinois en prennent doucement conscience. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de communication autour de la COP de la biodiversité
biodiversité en Chine parce que c'était une COP virtuelle. La COP en présentiel aura lieu au mois de mai. Elle a été décalée de plusieurs mois du fait de la pandémie. Mais c'est vrai que des initiatives sont de plus en plus importantes au niveau de la consommation. C'est vrai que moi, j'ai fait un focus sur la mode parce que c'est un des secteurs les plus pollueurs au monde. Mais rien qu'au niveau de l'alimentaire, il y a énormément d'appels à devenir pas végétarien, mais en tout cas... Moins de consommation de viande. Moins de consommation de viande parce que du fait de l'effet d'échelle, si les Chinois se mettent à consommer autant de viande qu'un Américain, enfin juste le rapport, pour l'instant on est autour de 50 kilos par habitant pour une année en Chine, et c'est le double aux États-Unis. Et on voit bien que si 1,4 milliard consomme autant de viande qu'un Américain, c'est une catastrophe environnementale. Une dernière question sur cette jeune génération chinoise. Est-ce qu'elle est incarnée par quelqu'un? On a beaucoup vu Greta Thunberg lors de la COP26 à Glasgow. Il y a un équivalent chinois, Oh Wei-hu, sans doute que je prononce mal son nom. Il y a un vrai activisme environnemental en Chine? Alors, j'appellerais pas ça un activisme du même plan que Greta Thunberg. Oh Wei-hu est à Glasgow. D'ailleurs, elle a été soutenue par Greta Thunberg. Mais c'est compliqué en Chine de s'élever contre le gouvernement, contre les gouvernements locaux. Donc, on a plus parlé d'elle au niveau international qu'au niveau local. Mais il y a énormément d'ONG et maintenant, c'est consensuel. C'est-à-dire que quand vous avez une ONG environnementale, vous êtes soutenu par le gouvernement, voire même financièrement. Donc, il y a du progrès quand même. Merci beaucoup, Nathalie Bastianelli, d'avoir été avec nous pour ce livre.